Bonjour à tous. Donc, moi, on m'avait demandé de présenter un peu le bureau de la recherche, donc qui est au service de l'architecture, juste les trois axes qui animent ce bureau de la recherche qui va bientôt devenir le bureau de l'enseignement et de la recherche. Donc, nous avons à la fois une politique institutionnelle qui a pour objectif de soutenir les unités de recherche. On a 40 unités de recherche dans les écoles d'architecture. On les soutient sur le plan financier en termes de fonctionnement de l'ordre de 900 000 euros par an. Nous avons aussi un soutien à la politique doctorale, donc faire développer les doctorats à la fois au sein des unités de recherche pour avoir une meilleure qualification des architectes. Depuis la loi LMD de 2005, en fait, il y a eu une montée en puissance de la recherche. Et donc, on finance de l'ordre de 1,2 million des contrats doctoraux chaque année pour supporter cette politique. Et on a une troisième politique qui est de l'ordre de la politique incitative sur des programmes de recherche. Nous avons donc des programmes de recherche pluriannuels. Je citerai le programme Architecture et de la grande échelle qui a aidé à la réflexion sur le Grand Paris. Le programme aussi Énergie et Architecture, donc IMR, qui a permis de constituer une communauté de chercheurs sur les questions d'énergie et d'architecture. Et aujourd'hui, notre dernière implication rejoint l'intervention précédente sur l'AMI engagée pour la qualité du logement demain, puisque les écoles se sont fortement mobilisées pour embarquer de la recherche avec les équipes lauréates, les 97 équipes lauréates. Et donc, on a 40 équipes de recherche qui se sont engagées et nous en finançons 17 pour les 3 années qui viennent. Donc, concernant les chaires partenariales, c'est plutôt lié à la stratégie nationale pour l'architecture de 2015 qui était de promouvoir un nouvel outil qui est donc la notion de chaire. Le principe des chaires partenariales, c'est d'articuler à la fois l'enseignement, la recherche et donc le monde académique avec le monde professionnel. L'idée, c'est de produire de l'excellence, produire de la connaissance à partir d'une petite équipe, donc, et notamment sous la houlette de responsables scientifiques, dont vous avez un panel à côté de moi, et de produire de la recherche, d'animer de l'enseignement et de répondre aussi et d'animer le monde professionnel de l'entreprise, des maîtres d'ouvrage et des collectivités locales sur des thématiques choisies par les responsables scientifiques. Donc, vous avez aujourd'hui 4 thématiques qui vont être développées et présentées avec les 4 responsables. Mais nous avons en tout 14 chaires labellisées et qui ont été incubées pour certaines en 2016, de 2016 à 2020, donc financées par le ministère de la Culture pour leur permettre de mettre en place leur partenariat et leur mécénat, puisqu'en fait l'objectif de ces chaires partenariales, c'est d'être à terme indépendantes financièrement. Donc c'est très différent des unités de recherche qui sont, elles, financées pour de la recherche plus fondamentale et pour répondre à des appels à projets ANR ou des appels à projets internationaux ou européens. Donc les chaires partenariales, elles, sont vraiment aux confins et à l'articulation du monde professionnel et du monde de la recherche et s'autofinancent au travers de mécénat ou d'autres modes de financement de projets en fonction de leur programme d'action. Donc je vais rejoindre les responsables scientifiques et nous allons commencer par une présentation de ce panel de 4 chaires sur les 14 qui sont aujourd'hui labellisées. Je vais rejoindre si j'ai un siège. Oui, d'accord. Bon, on va peut-être pouvoir lancer du coup la présentation. Je crois que c'est par ordre alphabétique, donc ça doit être Franck Besançon pour la chaire bois qui va présenter sa chaire. Ça marche. Comment ça se passe là? Qui est-ce qui... Ça va arriver, ok. Ah, d'accord. Alors à ce moment-là, je vais le mettre. Bonjour, je suis Franck Besançon, je suis enseignant à l'école d'architecture de Nancy et je suis au laboratoire MapCré
de l'école et notamment aussi responsable de la chaire qu'on nomme maintenant chaire bois, mais qui a un titre beaucoup plus long qui s'appelle l'architecture et la construction en bois du patrimoine au numérique. Donc vous voyez qu'on a tout mis dès le départ. J'explique juste comment elle est née pour que vous puissiez un peu comprendre le contexte et comment en fait cette chaire s'est créée. Donc on a répondu à l'appel à projet en 2016 ouvert par le ministère de la Culture. On avait une formation qui est le master architecture bois construction, qui est un master de génie civil porté par l'UL, mais cohabilité avec l'école d'architecture de Nancy et l'ENSTIB, donc l'école nationale supérieure des technologies et industries du bois. Et en même temps, on terminait avec 2 doctorants, 2 thèses, une sur les structures non standards, les parois à ossature bois non standards, et une autre sur les structures plissées. Donc tout ça, c'était en cours. Et il y avait cette pratique, donc on s'est dit, peut-être que c'est favorable qu'on fasse une chaire sur l'architecture et la construction en bois. Alors, on a 3 écoles. C'est l'école de Nancy qui est porteur de la chaire. On a associé l'école d'architecture de Strasbourg parce qu'on est aussi régionaux. Donc on se dit que c'est bien, quand on est dans une région, d'avoir les gens avec nous. Et surtout aussi l'ENSTIB, puisqu'elle faisait partie de cette formation de Master 2. Ensuite, au niveau des partenaires, on a déjà cherché les partenaires plutôt locaux. On est resté sur le territoire avant de s'engager et d'aller un peu plus large, où là, on cherchait plutôt un domaine d'expertise. Donc, en fait, on a Fibrois Grand Est, qui est maintenant Fibrois Grand Est. On a le pôle Fibre Énergie Vie, qui est en Alsace. Le Cri de Bois, qui est un centre de ressources par rapport à l'ENSTIB, donc qui fonctionne bien avec les industriels. Et on avait à l'échelle nationale le FCBA, puisqu'il y avait une antenne à Nancy délocalisée. Alors les objectifs qu'on s'était mis dans cette chaire, je les ai un peu réduits pour pas qu'il y en ait trop, mais ils sont ici. Donc il y avait 3 thématiques, mais on va les retrouver après. Assurer la reconnaissance du bâti ancien et des savoir-faire. Pour nous, c'était important que cette architecture et cette construction en bois qu'on côtoie, qui je dis est quand même quelquefois mal représentée dans les ouvrages d'architecture ou pas suffisamment nombreuse par rapport à l'acier et au béton, il fallait qu'on s'intéresse un peu à ça et essayer de montrer que ça faisait partie du monde de l'architecture. Ensuite, il y avait établir des stratégies éco-responsables à faible empreinte environnementale, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, quand on construit, ou même quand on va rénover plutôt que ce qu'on construit, maintenant je me tiens à dire à mes étudiants que cette fois-ci, peut-être qu'ils vont plutôt étendre, rénover et faire d'autres choses que toujours construire, qu'il fallait qu'on ait cette dimension-là dans cette chaire. Et enfin, il fallait qu'on soit, et c'était l'objet déjà des travaux qui étaient menés au MAPCRE, de développer des méthodes et de l'assistance pour la conception. C'est-à-dire comment en fait on peut aider les architectes à aller plus vite dans les projets et éviter de perdre trop de temps, ou que chacun en fait réinvente quelque chose et puis que ça fait une somme de choses, mais on voit bien aussi le temps qu'on y passe et l'énergie que ça nécessite. Il y a 3 axes de travail, donc en fait on a histoire et patrimoine, produits et mise en œuvre, numérique et robotique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille davantage sur tout ce qui est numérique et robotique. On va voir qu'on a un petit peu aussi dans le produit et mise en œuvre, parce qu'on a 2 travaux qui sont engagés en thèse. Alors, cette dernière diapositive, je l'ai déclinée en 3 parties. Donc, on a la formation initiale dans laquelle la chaire s'installe, c'est-à-dire qu'elle commence aussi à trouver de plus en plus sa place dans l'enseignement. Donc c'est aussi un temps long, c'est-à-dire que les chaires, même s'il y a des projets au départ, ça met un certain temps pour pouvoir s'immerger et puis prendre sa place, trouver sa place et faire en sorte que ça marche. Donc j'ai remis un peu là où on est, donc on est souvent en Master 1, Master 2, avec de l'enseignement, on va dire, plutôt théorique. On participe maintenant avec l'équipe à
mettre des sujets d'études en mémoire de fin d'études, c'est-à-dire qu'on propose maintenant aussi des sujets sur les thématiques qui nous importent. Et puis on a aussi de la fabrication à échelle 1 avec 2 enseignements, donc, mais qui sont un à l'école d'architecture de Nancy, qui est structure innovante, où là en fait on travaille avec les étudiants sur le matériau bois, et les défis du bois qui sont dans le cadre du master architecture bois construction. Ensuite, la recherche pure, on va dire que c'est la base, c'est ce qui nous a pris le plus de temps, et c'est là-dessus qu'on a travaillé tout de suite avec la chaire. On est au 2e doctorat, on est en train de travailler sur le 3e. C'est 2 doctorats qui sont cofinancés par le ministère de la Culture. Ça, c'est quand même un avantage qu'on a quand on porte une chaire, c'est qu'on peut obtenir plus facilement un demi-financement et reste à charge à nous de trouver le 2e demi-financement. Donc on a d'autres partenaires que ceux qui sont ici, que ceux que j'ai cités avant, qui sont les partenaires qui sont affectés au projet, où là en fait on est dans la thématique du projet avec des industriels. Et là aussi, j'en profite, comme je suis à la tribune et puis j'ai le micro, j'en profite pour lancer un appel aux architectes et aux agences d'architecture. Je pense que ce réseau de chaires, il est favorable pour vous et qu'il faut vous y intéresser. Nous, on essaye de vous appâter aussi pour montrer qu'il y a des thématiques en commun qu'on peut faire, il y a des projets qu'on peut porter, mais il faut qu'on arrive à mieux travailler ensemble. Pour l'instant, je le dis parce que les 2 doctorats sur lesquels on travaille, on n'a pas d'architectes. On a des industriels, de la charpente, de la mécanique, on a des organismes autres, mais on n'a pas réussi à trouver des architectes qui voulaient s'intéresser et venir aussi dans la partie. Et donc, ce qu'on fait, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'implique aussi dans les mémoires de fin d'études, les projets de fin d'études, aussi avec les ingénieurs bois dans le cadre de l'ENSTIP, comme on a des enseignements qui sont partagés. Et puis il y a tout un volet formation. Alors en ce moment, on est en train de monter un groupe de travail de réemploi avec Henri Rabat de Grand Est et puis beaucoup d'acteurs. Donc ça fait partie aussi de la 2e thèse sur le réemploi en bois. Et puis comme on est pressé, je vous ai mis quelques petites images quand même de tout ce que la chaire peut faire et dans quoi elle s'implique. Donc il y a différentes thématiques, surtout l'architecture non standard, le numérique, comment tout ça, ces outils-là, on peut en faire quelque chose qui peut créer une nouvelle architecture. Et puis voilà, il y a du réemploi, il y a tout un tas de choses. Voilà, je vous remercie. Bonjour, donc moi je suis Béatrice Mariol, donc je suis professeure HDR à l'école d'architecture et de paysage de Lille. Et lorsque je suis arrivée il y a 6 ans, après avoir enseigné pas mal de temps à Belleville, eh bien pour moi arriver dans une école régionale, c'était vraiment m'inscrire dans un territoire, à la fois pour de la pédagogie et de la recherche. Et chose qui est plus difficile à faire en région parisienne qu'en région. Et donc, lorsque j'en ai discuté avec le directeur, il m'a dit le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, c'est assez intéressant. Et puis, le ministère lance des candidatures, appel à candidature pour des chaires. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne se lancerait pas là-dedans ? Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et puis donc la chaire a été labellisée en 2019, mais on n'a pas attendu ou 2020, je sais jamais. 2020, ouais. On n'a pas attendu ce moment-là pour la démarrer. Et donc l'idée, c'était de s'intéresser à ce bassin minier Nord-Pas-de-Calais, qui est une bande de 120 km d'est en ouest sur 30 km de nord au sud, entre Béthune à l'ouest et Valenciennes à l'est. Il y a 1,2 million d'habitants.
Mais c'est un territoire qui a été reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO pour son patrimoine minier. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et en termes de patrimoine minier reconnu, il y a à peu près 60 000, alors 40 000, bon, ça dépend comment on les calcule. En tout cas, petites maisons minières, dont vous avez certainement un peu une image, et partagées par 2 bailleurs sociaux. Voilà, donc cette chaire, on l'a appelée acclimater les territoires post-miniers. Bon, déjà inscrire la question post-minière, et puis ensuite parler de acclimater, dans le sens acclimatation, avec le mot climat, qui est à la fois qui a une dimension météorologique, mais aussi sociale et économique. Depuis le début, on s'est dit que cette chaire, donc, elle allait permettre à des étudiants de master, mais aussi de licence, de travailler chaque année dans le même territoire. Alors, le territoire est grand, donc à chaque fois, on prend une cité minière différente, mais de capitaliser un peu sur les connaissances et les savoirs. Et puis d'inscrire des doctorants aussi. Et donc, il y a 3 doctorants inscrits dans la chaire. Et leur sujet, en fait, montre à peu près les questions qui sont posées. Donc la première, 3 soutenues par le ministère de la Culture, à 100% ou à 50%. Donc il y en a une qui s'intéresse aux questions de conception des cités minières, d'origine des cités minières, donc plutôt une recherche historique. Une autre qui est cofinancée par le ministère de la Culture et le principal bailleur social qui travaille sur les pratiques collaboratives en architecture. Et le dernier inscrit qui travaille sur les matériaux bio et géosourcés dans la rénovation des cités minières. Alors là, j'ai mis un petit diagramme, bon, je ne vais pas le commenter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à l'origine de la création de cette chaire, il y a donc l'ENSAPL, avec plusieurs enseignants, et l'Université de Florence, l'école des territorialistes italiens. Et puis, il y a des partenaires du bassin minier, le conseil scientifique, avec 2 chercheurs internationaux. Il y a les associations du bassin minier et puis les partenaires universitaires qui sont là depuis l'origine. Et puis à droite, en fait, j'ai mis en rouge nos partenaires internationaux parce qu'on s'était toujours dit en fait qu'on voulait s'ancrer dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, mais comme une espèce de tremplin pour travailler à la dimension internationale. Et dernièrement, on a déposé un projet européen, Cost Project, qui consiste à donner des financements pour créer un réseau. Et donc voilà, tous les pays avec lesquels on a répondu. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois vraiment ancré dans un territoire très spécifique avec les acteurs locaux, les DRAC, la Maison Bassin Minier, etc., qui sont toujours les mêmes concernés par ce site, les bailleurs sociaux, les communes, les intercos. Et puis aussi une dimension internationale, puisque évidemment, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Et mettre l'architecture, vraiment les questions de conception, les questions post-minières au centre du sujet, ben c'est quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui et qui intéresse beaucoup de gens. Alors les partenaires sont aussi les habitants, parce que eh bien, aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire que je suis engagée depuis très longtemps dans la formation d'architectes du quotidien, donc des architectes vraiment de terrain qui sont au plus proche des questions locales, et puis renforcés, comme le disait Franck, par la nécessité aussi de l'adaptation climatique de tout ce patrimoine, et je ne parle pas au sens historique ni reconnu, hein, mais de tout bâti existant qu'il faut aujourd'hui adapter. Et donc, ce bâti, il est habité. Et montrer que travailler avec les habitants, c'est aussi une richesse, c'est aussi des savoir-faire, c'est aussi, voilà, c'est plein de choses. Et puis, je vais faire suite à l'intervention de Julien Mollard, en fait, hein, puisqu'on a constitué autour de la chaire une équipe avec bailleur social,
les doctorants avec voilà, tout un faisceau de réseaux, de partenaires du territoire. On a répondu à l'appel à projet engagé pour la qualité du logement de demain. Donc c'était cité minière en acclimatation. Et donc on a été sélectionné parmi les 20 projets incubés. Et voilà, je voulais terminer par cet article de La Voix du Nord qui est vraiment qui parle en fait de ce projet. On aura peut-être le temps d'échanger un petit peu dessus après. Voilà, et qui dit: la rénovation des logements miniers va-t-elle être révolutionnée? Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au bout de 6 ans, en fait, on est connu, reconnu, appelé dans le territoire, et il y a une véritable dynamique en fait qui est en train de se faire. On pourra parler aussi des liens que l'on tisse avec les praticiens de la région, notamment avec le groupe de la frugalité heureuse et créative, mais d'autres aussi, enseignants à l'école d'architecture. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez réjouissant. Oui, alors moi je vous présente la chaire Habitat du futur. Je m'appelle Pascal Rollet, oui pardon, je suis professeur à l'école d'architecture de Grenoble. Et si on veut bien mettre le... Alors c'est le dernier, on a sauté David. Oui, c'est à moi d'appuyer, c'est ça ? Non, il faut qu'il soit lancé d'abord. Bon, juste en attendant que ça s'affiche, la chaire Habitat du futur est une chaire partenariale qui regroupe 4 écoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lyon et Grenoble. J'en suis un des co-responsables scientifiques avec Olivier Balailly, professeur HDR à Lyon, Jean-Philippe Coste, qui est professeur HDR à Clermont-Ferrand, et Rachid Kadour, qui est enseignant-chercheur à l'école de Saint-Étienne. La question de recherche de la chaire Habitat du futur est assez simple. Comment allons-nous pouvoir produire en masse les logements éco-responsables dont nous avons besoin dans les 10, 15, 20 prochaines années, sachant que, je vais le dire un peu de façon caricaturale, mais on sait à peu près ce qu'il y a à faire. On a fait les recherches ont été menées, les résultats de recherche sont connus. La grosse problématique à laquelle on s'attaque, c'est l'organisation du mode de production et l'organisation de la maîtrise d'œuvre et de toute la chaîne de production et de conception. Donc, ceci étant dit, ce que j'ai essayé de faire à travers cette présentation, c'est de répondre à cette question qui nous était posée. C'est quoi le rôle des chaires partenariales dans la recherche appliquée en architecture et comment elles peuvent répondre à cette question de recherche dont je viens de parler. Alors, premier point, pour moi, ces chaires, elles ont l'avantage d'être des catalyseurs, c'est-à-dire elles permettent, et c'est dans le mot partenarial qui est le plus important dans le mot chaire, partenarial, c'est pas le mot chaire, elles permettent de regrouper tous les acteurs de la fabrication, conception, réalisation des produits, des projets et de l'aménagement qui va avec, de logements, mais pas que, élargi au terme habitat, c'est-à-dire jusque au territoire. Et ce qui est dans la photo qui est affichée, ce qui est le plus important pour moi, c'est la somme des petits logos de tous les partenaires qu'on arrive à rassembler à partir du moment où on travaille autour d'un projet. C'est ce qui fait que ça fonctionne. On arrive à motiver des industriels, des entreprises, des bailleurs sociaux, des villes, autour d'une idée d'architecture. Et c'est ça qui est intéressant pour l'avenir, c'est que l'architecture peut être le fil conducteur pour tout le monde. Et c'est à ce en quoi on croit, et ce qui nous permet de poursuivre dans cette voie-là. Le deuxième avantage de ces chaires, c'est qu'elles ont un rôle pédagogique énorme, c'est-à-dire qu'elles ont pour rôle de
former, de connecter nos étudiants qui sont parfois un peu, on va dire, hors sol dans leurs écoles d'archi, de les connecter avec tous les gens avec qui ils vont travailler par la suite. Je n'arrête pas de dire à mes étudiants, faites-vous des copains chez les ingénieurs, faites-vous des copains et copines chez les constructeurs, arrêtez d'être entre architectes, parce que dans votre vie professionnelle, par la suite, ce sera surtout avec ces gens-là que vous travaillerez, et même si c'est hyper important de parler d'architecture entre architectes et d'élever le débat, c'est quand même pratiquement dans ces milieux professionnels-là que vous aurez à opérer. Donc on a mis en place, par exemple, au niveau pédagogique, à l'école de Grenoble, des studios... alors, en français, on dit conception-réalisation, mais ça renvoie à quelque chose qui n'est pas ce que l'on veut dire là. Donc on utilise le mot plutôt anglais, qui est design-build, et qui sait concevoir et réaliser, pendant ses études, des bâtiments, du début à la fin, pour que les étudiants, dans la pratique, se rendent compte de ce que c'est que la chaîne complète de production, de conception et de réalisation. Ça, c'est un studio qui est organisé à l'école de Grenoble par les enseignants Marie et Keith Zawitowski, qui ont été formés au Rural Studio aux États-Unis et qui sont venus à Grenoble pour continuer cette formation-là et réalisent chaque année un projet complet avec une promotion de 25 à 30 étudiants de master. Cette façon de faire est aussi essaimée dans d'autres écoles, comme à Saint-Étienne, ici, avec Franck Lebaille, qui a travaillé sur la rénovation du parc d'habitat social à Firminy, dans le cadre d'une opération Lab CDC. Et toujours, je souligne, dans les images que je vous montre, ce qui m'intéresse le plus, c'est la ligne du bas, avec tous les partenaires qu'on arrive à fédérer autour de ces projets-là. Voilà. Et puis troisièmement, évidemment, c'est quand même une chaire, donc ça a une vocation tournée vers la recherche et la question de l'innovation et de la valorisation, diffusion des connaissances auprès du grand public. Et on se sert assez souvent de compétitions internationales comme le Solar Decathlon comme support pour développer ces approches design-build et répondre à cette question: comment allons-nous produire en grande quantité les logements éco-responsables dont nous avons besoin dans l'avenir. Voilà pour cette chaire-là, qui finalement aussi, dans la recherche, se termine avec des doctorats, enfin, va jusqu'à des doctorats. Et à ce jour, on a 2 docteurs qui ont passé leur thèse, dans un cadre pas spécifique qui sont les bourses CIFRE, c'est-à-dire des bourses qui se font en liaison avec des professionnels, et notamment avec des agences d'architecture. Et on en a une 3e en préparation à Grenoble, et 7 autres en préparation à Clermont-Ferrand. Voilà, donc le dispositif est en train de s'expanser, et on couvre ainsi toute la chaîne de la formation initiale jusqu'à la recherche, par le biais de ce partenariat absolument indispensable avec les milieux industriels, professionnels. Et j'ai oublié de citer des partenaires extrêmement importants qui sont rentrés en cours de route, qui sont les compagnons du Tour de France, qui sont maintenant domiciliés aux grands ateliers et qui participent à toutes ces réalisations. Bonjour, moi je suis David Serrero et je suis avec mon collègue Pascal Terracol. On a créé ensemble en 2018 la chaire qui s'appelle chaire Architecture Intelligence. C'est une chaire en fait qui établit. Alors nous on travaille aussi sur un réseau de partenaires, mais on est plutôt entre l'architecture et un environnement qu'on appelle les sciences des données. Et donc c'est une chaire qui travaille sur l'impact des données et du numérique sur la conception architecturale, mais aussi sur l'ensemble des acteurs autour de la ville et de l'environnement urbain. Donc en fait, ce qu'on a découvert dans le travail qui a en fait initialement démarré sur un master à l'école Paris-Val-de-Seine, c'était un master tourné sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait,
Les bâtiments, depuis une dizaine d'années, produisent énormément de données. Les ascenseurs, les portes, les fenêtres, tout ça sont de plus en plus connectés à des systèmes informatiques et échangent des données. Et en fait, on s'aperçoit que les bâtiments créent énormément de données qui sont assez peu utilisées dans l'industrie de la construction, dans l'industrie de la gestion. Et en gros, les architectes deviennent au cœur de cet nouvel environnement et donc doivent apprendre à travailler avec ces environnements. Et ce qu'on a progressivement fait, c'est mettre en place une chaire qui crée des relations avec des acteurs industriels qui sont, par exemple, des gens comme Schneider Electric ou l'AQC ou ICAD, c'est-à-dire des acteurs qui ont, si on prend le cas de Schneider Electric, on a un fabricant de dispositifs qui sont connectés à Internet, donc on met en œuvre ce qu'on appelle l'Internet des objets, et ces acteurs sont capables aujourd'hui de comprendre et d'avoir un regard différent que les architectes sur la manière dont les logements, les espaces sont utilisés, et notamment avec un impact énorme sur les questions d'énergie et les questions de gestion. On a une autre série d'acteurs qui sont des acteurs institutionnels, des centres de recherche, des instituts professionnels comme l'Ordre des architectes, et puis un certain nombre d'enseignements autour de l'école d'architecture Paris-Val de Seine, et puis d'un certain nombre d'initiatives pédagogiques qui tournent, mais on va en parler autour de conférences. On a une conférence annuelle qui s'appelle les Journées Architecture Intelligence, qui est une conférence internationale et qui permet de rencontrer et d'échanger sur ces sujets avec beaucoup en priorité des interlocuteurs européens. Pour vous donner quelques exemples, on a ici une équipe de recherche qui travaille sur les enjeux d'urbanisme, et ce qu'on essaye de développer ici, c'est des modèles qui permettent d'évaluer et d'étudier en continu la pertinence d'un projet par rapport au PLU d'une ville. Donc en gros, on prévoit ou on anticipe la question du permis de construire numérique, qui permettrait en fait d'aider les architectes à concevoir leurs bâtiments avec des systèmes d'aide à la conception, mais aussi à avoir une certification automatique de leur projet sans forcément passer à travers toutes les étapes traditionnelles du permis de construire. Donc voilà un système on appelle ça d'agents multiples qui interagissent et qui permettent de définir, de vérifier ces règles d'urbanisme. Un deuxième exemple, alors c'est autour de tous les enjeux de la réalité virtuelle, et notamment de la certification de jumeaux numériques. Donc faut savoir que de plus en plus d'objets, ça fait maintenant 1 an qu'on a ce qu'on appelle des NFT, c'est-à-dire des certificats non-fungible token, des certificats qui permettent de certifier des espaces qui sont des espaces non réels, mais qui permettent d'être de manière d'éprouver une expérience réelle dans un espace virtuel qui est simplement unique. Et donc ça crée en fait un nouvel environnement pour aussi protéger ce qu'on a, qui est habilement détourné par beaucoup d'acteurs et d'entreprises, notamment le patrimoine. On a énormément de bâtiments qui sont scannés de manière sauvage par des entreprises, par exemple de l'industrie du film, et qui sont utilisés dans des industries de jeux vidéo, des industries film ou des industries du tourisme. Et ce qu'on essaie ici, c'est de travailler sur la manière dont on peut mettre en place des certifications de notre patrimoine. On est parti sur le cas français, puisque c'est un cas avec de très très beaux sujets, et pour essayer de proposer des services aux propriétaires de ces patrimoines pour exploiter, utiliser et mieux gérer leur patrimoine à travers plusieurs types d'expériences. Je ne rentre pas dans le détail de ces éléments-là. On a en ce moment un jeune chercheur, Vincent Dubois, qui travaille sur une thèse en chiffres avec un organisme qui s'appelle AQC, qui est un organisme de vérification de la qualité du logement. Et il travaille à partir d'un certain nombre de données du bâtiment pour proposer une analyse prédictive de la sinistralité des bâtiments. Donc en fait, dans beaucoup de cas, on utilise des données acquises de manière à prévoir et à anticiper ce qui va se passer dans le futur. Alors évidemment, la
sinistralité, c'est un sujet intéressant pour les architectes. Je crois qu'il est parti avec un dossier d'à peu près 600 sinistres connus sur les bâtiments, et ça permet, dès qu'on dépasse un environnement de à peu près 100 000 cas, c'est très facile d'avoir des prédictions assez fiables. Donc l'objectif ici, c'est de proposer des applications, tout d'abord pour des assureurs et ensuite pour des architectes, de manière à anticiper un certain nombre de problèmes. Alors évidemment, là on parle de sinistres, il y a évidemment un enjeu financier autour de ça, mais ça peut être appliqué à d'autres enjeux de la conception des bâtiments. Et alors voilà un des exemples qui a été réalisé. Donc ça, c'est un prototype. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'en travaillant avec les données, on travaille aussi avec les enjeux de la matière et de la transformation de l'usage de la matière avec les architectes. Et je suis content de voir que finalement, dans les 3 chaires qu'on a vues jusqu'à maintenant, on parle aussi de la question des ressources. L'approche que nous on a de cette question des ressources, c'est qu'on vient en fait utiliser des données qui sont libres pour identifier des réservoirs de matériaux et de ressources, de restes de chantier, de matériaux qui ne seraient pas utilisés ou qui sont à réemployer. Et on a proposé un exercice pédagogique avec Pascal qui propose à un groupe d'étudiants de construire des bâtiments zéro carbone évidemment, mais surtout sans aucun budget de matériaux, puisque l'ensemble de ces matériaux sont récupérés. Donc on a ici détourné par exemple des égouttoirs à nouilles en inox d'une cantine industrielle pour en faire un écran assez design qui pourrait rappeler le travail de Jean Prouvé. Et donc à partir de ces éléments, par exemple, on vient cataloguer et créer une base de données de ressources dans notre école. Je ne sais pas si les autres aussi créent ce genre de choses. Donc c'est une ressourcerie qui permet tout simplement de créer un ensemble de réserves de matériaux et d'expérimenter avec ces matériaux-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter d'autres choses, mais peut-être, voilà, je vous la passe. Merci. Je vais simplement compléter Pascal Terracol, professeur HDR avec David sur la chaire Architecture Intelligence. En fait, le système de chaire est extrêmement vertueux parce que le trio académie, partenaire industriel et doctorant constitue en fait un ensemble qui permet d'ouvrir sur des problématiques qu'on sait identifier et qu'on sait théoriser. Mais les partenaires nous apportent en fait d'abord leur propre reconnaissance. Parfois, ils nous invitent même dans leur propre biotope épistémologique. C'est ce qui nous procure en fait une reconnaissance internationale en fait. Et les sujets sur lesquels nous travaillons dans la chaire Architecture Intelligence, c'est effectivement des sujets en devenir. Donc, il y a une question qui est très importante pour la tenue de la prescription architecturale, c'est la capacité à faire en particulier du data mining urbain. Et cette année, nous avons ouvert un lab code pour les étudiants. Donc il y a une porosité immédiate entre le dispositif de recherche sur lequel on est avec les contrats CIFRE et la maquette pédagogique de l'école. Et on ne peut pas laisser les étudiants aujourd'hui des écoles d'architecture en dehors de ces sujets-là. D'abord, ils sont présents, ils en sont curieux, ils savent, ils les identifient eux-mêmes par ailleurs, et puis ça fait partie de notre métier en fait, de nos missions en tant qu'école d'architecture, parce que le monde change très vite, les sujets posés à la société sont incroyables. En fait, tous les jours, je ne vais pas vous refaire l'actualité de ces dernières semaines, mais on a l'apparition d'un outil incroyable sur le data mining qui apparaît toutes les semaines, quand c'est pas 2 en fait. Donc cette actualité très riche, les chaires sont capables d'y répondre et initient un processus en fait, qui permet aux architectes de tenir leur place, et y compris avec les élus, en fait. David n'a pas parlé, on a une chaire sur la mobilité urbaine, et avec Avion Mauboussin, et en particulier, ce sont des questions, quand on rapproche un service de mobilité aérienne dans l'hyperdensité, eh ben, à l'autre bout de la chaîne, on rend service aux élus locaux, en fait, dont les questions sont de la valorisation de leur territoire, et ils n'ont pas beaucoup d'outils, en fait, et de ce point de vue-là, ben, on est dans notre rôle, en fait. Parce qu'ils ont, les élus, on le sait, ils ont que 2 choses, enfin pas toujours, faut pas exagérer, mais la réglementation, la technique, et on leur apporte des solutions en fait. Et nos étudiants et nos doctorants sont là à terme, donc on a initié ce processus qui est extrêmement vertueux, me semble-t-il. Merci. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour vos présentations. Vous avez déjà largement développé le positionnement de la chaire entre enseignement et recherche. Je vais vous poser une première question, c'est la question, vous êtes pour certains d'entre vous à la fois praticiens et chercheurs, donc en quoi la recherche et votre activité de recherche nourrit votre pratique, et qu'est-ce que vous enseignez sur cette articulation entre recherche et pratique à vos étudiants?
Je vais peut-être commencer par Pascal, parce que Pascal doit partir assez vite. Ou juste que vous passiez le... Alors ça, c'est la question la plus importante, c'est justement cette articulation entre pourquoi on fait de la recherche quand on est architecte et qu'on conçoit des projets. Mais en fait, il y a tout un pan du côté, on va dire, de la technologie déjà, qui est sur lequel on doit se tenir à jour et sur lequel il faut être prospectif. La question des matières et des matériaux a toujours été au cœur, à la base de l'évolution de l'architecture. L'apparition de l'acier, l'apparition du béton, et choses comme ça. Donc ça, c'est, je dirais, le cœur du métier. Mais ce qu'on voit apparaître aujourd'hui dans les questions de recherche sur lesquelles qu'on met en pratique dans nos projets, c'est la question de l'organisation générale et des outils, notamment avec l'apparition du numérique, qui pose des questions auxquelles on n'avait pas l'habitude. C'est-à-dire la manière de concevoir, d'organiser une agence d'architecture aujourd'hui, qui nous est héritée de la loi sur l'architecture de 77 et avec la pratique libérale, elle est battue en brèche tous les jours actuellement quand on fait des projets où on est à la fois presque programmiste, ou en tout cas fait des études de faisabilité pour les gens avec qui on travaille, on est conseil auprès des élus et des mairies, mais on est aussi prospectif parce qu'on vient proposer des choses auxquelles les gens n'avaient pas pensé. Et il y a donc tout ce travail même de visualisation, donner à voir, à imaginer ce que ce sera par la suite de communication qui est appuyé sur des outils complètement innovants. Faire mettre un casque VR à un élu pour visualiser comment va être son quartier pour la suite, c'est une révolution. Il a l'habitude de voir des maquettes. Et puis il y a tout un aspect supplémentaire qui est plutôt du côté du social et de l'usage. Où là, la montée en puissance de la participation, l'obligation dans pas mal d'opérations de faire de la concertation, appelle à justement connaître des champs accéder à des champs de connaissances qu'on n'avait pas vraiment auparavant. Donc il faut se mettre en position de recherche. Et puis je synthétiserai tout ça dans la problématique économique. C'est le thème de la journée. Mais comment on fait tout ça avec les moyens souvent limités qu'on a. Comment on fait tout ça de façon à ce que, à la sortie, ce soit un plus pour tout le monde. Et ça demande une réflexion sur la manière d'organiser, sur la manière de penser, sur la manière de traiter des données qui ne peut se gérer qu'avec des gens qui vont faire de la recherche sur des sujets spécifiques. On est des généralistes au niveau de la pratique et il nous faut aller chercher en profondeur des sujets avec des spécialistes. Je veux bien continuer parce que ce qui est important justement, enfin moi mon rôle dans cette chaire, je le vois comme justement connaissant bien maintenant le milieu de la recherche, même si je suis arrivée assez tard, et le milieu de la pratique, c'est d'arriver à monter des projets qui articulent les deux. Et lorsque j'ai montré tout à l'heure les partenaires et surtout le projet européen Cost Project auquel on a répondu, dans chaque pays, il y a autant de praticiens qu'universitaires. Et donc, vraiment, on a envie de montrer qu'il y a une recherche en architecture qui peut articuler la pratique et le théorique. Et les doctorants que j'encadre, eh bien, ils sont à la fois sur le terrain, avec un qui est architecte et charpentier, voilà, il organise on a une maison à disposition, donc il teste des matériaux lui-même avec des habitants, avec des étudiants, etc. Il y en a une autre qui est en permanence architecturale et qui vit dans une maison minière pour travailler sur les pratiques collaboratives. Donc il y a à la fois une dimension, ils se sentent architectes sur le terrain, et ils sont théoriciens, c'est-à-dire qu'ils prennent le recul nécessaire pour théoriser, pour poser des questions et pour les généraliser éventuellement. Voilà. Et donc pour la question économique, moi je dirais deux choses. La première, c'est
les architectes, engagez-vous dans la recherche, dans des doctorats et dans des HDR, même si c'est pas simple. Mais en tout cas, ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus une ouverture. Moi, je peux le dire. Enfin, je pense qu'on est tous un peu d'un certain âge là. C'était pas le cas il y a 15 ans du tout, 10 ans un peu moins. Mais maintenant, je pense qu'il y a une ouverture, donc il faut forcer la porte et y aller. Et puis, d'un point de vue économique, je pense que moi, ce que je découvre aussi avec cette chaire, c'est que dans les projets européens, par exemple, eh ben, il y a de l'argent et il y a une véritable demande d'articulation entre théorie et pratique. Et donc, c'est pas tout à fait les projets de recherche qu'on nous demande en France, qui sont beaucoup plus théoriques. Et là, à Europe, de toute façon, il y a toujours une demande de partenaires privés, en fait, dans les équipes, hein, que ce soit des industriels, des architectes, etc. Et nous, on y a répondu en disant non, ce ne sera pas des industriels, ce sera des concepteurs. Et nous, on veut travailler à la fois sur la question de la conception et la question universitaire. Voilà. Mais j'imagine que vous avez une autre réponse. Mais voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'à la journée, tu l'as peut-être pas dit, Valérie, mais à la journée du 23 novembre, on s'est réunis les, je sais pas combien de chaires, les 14 chaires soutenues par le ministère de la Culture, labellisées. Eh bien, on était tous unanimes en fait pour dire, mais il faut qu'il y ait plus de liens avec la pratique. Il faut qu'on arrive à diffuser plus les résultats de nos travaux parce qu'ils sont trop peu connus. Alors que, bon là vous n'avez que 4 exemples, hein, mais les autres sont aussi sur des sujets très concrets en fait, hein, et très appliqués en fait. Voilà. Et c'est ce qui est très réjouissant dans ces chaires en fait, c'est qu'on peut vraiment développer des projets appliqués, quoi. Donc, et je pense que l'AMI engagée pour le logement de demain voilà, c'est un lieu extrêmement motivant en fait parce qu'on se sent soutenu par le ministère de la Culture et le ministère du Logement pour vraiment appliquer des questions que l'on se pose au plan plus théorique, quoi. Bah, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que la recherche permet vraiment aux architectes, comme tu le disais, de pousser certains sujets. C'est évident que les bâtiments, chaque bâtiment est un prototype, donc chaque bâtiment est une nouvelle expérience de conception, une réalisation unique. Et à certains moments, on a besoin de savoir si un bâtiment apporte une connaissance ou pas, une connaissance scientifique. Donc c'est un peu le sujet sur lequel on travaille, c'est de dire l'architecture peut être une pratique scientifique et donc ça peut engendrer de la recherche et donc ça peut engendrer de nouvelles connaissances. Dans mon cas, je travaille beaucoup sur des bâtiments de type médiathèque, des équipements culturels dans lesquels il y a eu beaucoup de problématiques d'énergie, beaucoup de problématiques de gestion de flux, des problématiques d'enjeux de matériaux, notamment autour de la question des livres. Et très vite, j'ai eu besoin de pousser plus loin certains sujets, notamment l'enjeu des énergies intégrées, hein, la production d'énergie intégrée au bâtiment. Et en fait, et le deuxième aspect, c'est qu'on a vu aussi beaucoup d'acteurs arriver sur nos missions architectes, des nouveaux acteurs qui rentrent d'autres domaines, notamment, ce qui nous intéressait, c'est sur la question des données, du référencement, sur la question d'automatisation de certaines tâches. Je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé avec la maquette numérique qui automatise énormément de tâches et qui permet de réduire les temps. Donc les temps de production, très bien, mais qui a aussi permis d'avoir beaucoup plus de concurrence dans nos métiers. Et ce qu'on pense, c'est que ces chaires permettent d'anticiper les futures approches de nos métiers. Et dans notre cas, on pense qu'être architecte, c'est organiser de l'espace, mais c'est aussi, et c'est très étonnant, c'est organiser un certain nombre de structurer des informations, structurer des données. D'ailleurs, voilà, les architectes d'information s'appellent des architectes, et on est toujours très surpris avec Pascal de savoir qu'un architecte qui s'appelle Christopher Alexander, qui est assez peu lu en ce moment, hein, qui a écrit ce livre sur City as a Pattern Language dans les années 70. En fait, c'est l'architecte qui a le plus influencé la manière dont on programme en informatique, parce que il a montré que dans des villes, on avait certains types de motifs qui pouvaient être répétés, donc ça permettait d'imaginer une manière de produire
produire des programmes informatiques avec des familles et des composants. Voilà. Donc ça, c'était une idée des années 70. Et aujourd'hui, tous les logiciels informatiques travaillent sur ce modèle-là. Donc c'est assez amusant de voir que la ville a aussi influencé, a eu un impact sur la manière dont on organise les données. Et c'est un peu le chemin qu'on poursuit en créant des tas de... Il nous semble qu'il y a vraiment un nouveau domaine pour les architectes à exploiter. Et on a été, de manière assez étonnante, invité par les architectes du congrès, de la conférence des ordres des architectes d'Italie à Venise. Et on s'aperçoit que les architectes italiens, ils sont 100 000, on a à peu près 20 000, cherchent énormément de nouveaux débouchés pour leur métier. Et un de ces débouchés, c'était effectivement de travailler sur la question des données. Donc voilà, c'est l'ordre des architectes européens qui travaillent sur ces sujets. Je veux simplement compléter, je disais tout à l'heure qu'on avait une reconnaissance scientifique, on a également une reconnaissance institutionnelle via l'Europe. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, à Bruxelles, il y a Architect Council of Europe. Ils sont parfaitement conscients de ce changement de paradigme, et c'est un outil précieux, enfin c'est un appui précieux. Et les chaires résonnent agréablement dans cet espace-là également. Avant de passer à Franck, je voulais donner un exemple, parce qu'en fait, quand on pose la question, c'est quoi la relation entre la pratique et la recherche, un exemple qui est pour moi assez parlant, un programme européen, je rebondis justement sur ce que disait Béatrice, conjoint entre des universités anglaises, japonaises, alors les japonais étaient en extérieur, mais espagnol et slovène et allemand, sur un problème très pratique. Nous avons à refaire des façades sur beaucoup de bâtiments existants. Ce qui coûte le plus cher dans le travail de refaire une façade, parce qu'il coûte extrêmement cher, c'est l'échafaudage. Comment est-ce qu'on pourrait aller poser un panneau de façade avec un drone sur la façade en enlevant le problématique de risque de monter sur les échafaudages et en réduisant les coûts à ce moment-là? Voilà un exemple très pratique de questions de recherche qui se posent et auxquelles on travaille. Non, je voudrais revenir juste sur un point pour être plus pratique. La recherche, peut-être que vous ne voyez pas c'est quoi la temporalité. Un doctorat, c'est 3 ans. Des fois, ça va 4, 5, ça dépend du doctorant. Mais on peut faire aussi de la recherche sur un temps plus court. Nous, il nous arrive de faire, soit avec les étudiants, souvent en plus, tous les projets qu'on porte dans la chaire, ils sont déjà testés, ou en tout cas, ils émergent souvent dans le cadre des projets qu'on fait avec les étudiants, avec le partenaire qu'on retrouve ou pas après dans le doctorat. Donc ça, c'est 4 mois. Ensuite, on peut faire des stages recherche. Donc là, ça permet d'approfondir, et là, c'est 4 à 6 mois. Et puis sinon, on a aussi les post-docs. Alors nous, on n'y est pas encore. On n'est pas encore là-dessus. On est encore doctorant. Mais le post-doc, ça va aller entre 12 et 18 mois. Donc on voit aussi que la recherche, c'est pas forcément un temps très long. Ça peut être relativement court et efficace pour des fois éclaircir des choses. Si je prends un exemple, par exemple, sur le réemploi, en fait, quand on a travaillé avec notre partenaire, il nous dit moi j'ai un bâtiment, mais en fait ça va pas avec mon programme. Et puis par contre il y a plein de bois, donc on voudrait en faire quelque chose. Et puis je sais par contre ce que je dois construire. Donc on dit ok, avec les étudiants on fait déjà le projet. Et puis à la suite du projet, en fait on s'est intéressé de plus en plus à ce matériau, du moins se dire tout compte fait, il y a quand même beaucoup de mètres cubes qu'on peut éviter d'extraire de la forêt. Donc on a mis un stage, on a dit à un étudiant, écoute, si tu veux, moi j'aimerais bien qu'on travaille beaucoup plus là-dessus, et ça a permis de faire émerger pas mal de questions, auxquelles aussi le partenaire, il était pas complètement conscient, c'est-à-dire que pour lui, il n'y avait aucun problème de prendre des pièces de bois dans un bâtiment, puis de les remettre dans un bâtiment neuf. Mais plus on avançait, plus on se disait, mais non, en fait, c'est plus compliqué que ça. De fil en aiguille, on a monté un projet avec l'ADEME et Climaction. On a pu faire des études plus poussées, notamment sur comment en fait ces pièces de bois elles peuvent émettre encore éventuellement des solvants, ou en tout cas des COV, parce que est-ce qu'on est avec un bois traité ou pas traité, est-ce que on va avoir des problèmes de reconnaissance d'essence, est-ce qu'on va avoir d'autres choses. Donc on fait pas mal de
de tests et au final, on arrive des fois à trouver des résultats qui nous surprennent parce qu'en fait, on a des résultats à un moment qui nous disent « Ah ben en fait, c'est bizarre, vos bois, ils sont contaminés par un agent chimique qui est utilisé dans le textile. » Et en fait, c'était d'une évidence, une fois qu'on nous a dit ça et puis qu'on a réfléchi, parce qu'en fait, ça abritait en fait les collections d'un équipementier de l'hôtellerie dans les Vosges, qui stockait en fait tous ces costumes pour l'hôtellerie, et il y avait un échantillon, et tout était stocké dans cette charpente. Donc en fait, on voyait que le bois, en fait, il n'était pas contaminé par le fait d'être protégé aux insecticides, et du moins aux champignons et aux insectes. Il était en fait contaminé par les traitements que le tissu avait subis et qui avaient émis dans l'atmosphère. Donc, c'était des faibles quantités, mais on s'est dit, bah, tout compte fait, ça devient très compliqué. Et au final, en ayant fait toutes ces études, bah, après, on arrive à monter un doctorat, mais à chaque fois, on voit que c'est... voilà, il y a différents temps pour avoir, je vous le dis, pour pouvoir faire de la recherche. C'est pas forcément des temps très longs. On peut aussi faire des choses beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup. Donc une nouvelle question sur la question des innovations et des pratiques innovantes, c'est-à-dire le fait d'en fait passer son temps à articuler la pratique, la recherche et aussi par écho l'enseignement. En quoi ça peut développer de nouvelles prestations intellectuelles auprès des maîtres d'ouvrage et des collectivités locales? Est-ce que vous en identifiez de particulières? Vous l'avez fait tout à l'heure sur la question des données, des nouvelles missions aussi de l'architecte. Alors, moi, je vais y aller. Comme j'ai le micro, je regarde encore un petit peu. En fait, pareil, toujours, on a eu une doctorante qui a travaillé sur la planification des chantiers avec de nouvelles méthodes. Et ce travail-là, il s'est fait avec des nouveaux outils qui étaient une table tactile. Quand je l'ai vu avec cet outil-là, je me suis dit, oh, ça serait intéressant qu'on fasse un truc avec les étudiants et de voir ce qu'on pourrait faire avec ça. On s'aperçoit qu'en fait, déjà, les nouvelles générations ne sont pas du tout hostiles à de nouvelles pratiques. Mais derrière, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, les agences, je pense, elles peuvent difficilement intégrer et mettre en place ces nouvelles pratiques, et que là, on est vraiment face au développement de nouveaux métiers. Mais qui doit porter l'enseignement de ces nouveaux métiers? Parce qu'on voit qu'on est dans des maquettes pédagogiques qui sont pleines à craquer, et puis qu'en fait, il y a plein de choses à faire. Donc là, c'est des enjeux sur lesquels il faut qu'on travaille. C'est d'une évidence. D'ailleurs, il y a des rapports qui sortent en ce moment, qui sont sortis, qui nous disent plein de belles choses sur comment il faut voir l'avenir. Mais c'est vrai que je pense que la tâche, elle n'est pas si simple que ça, et qu'il y a des nouveaux métiers à chaque fois qu'il va y avoir des choses qui vont devoir émerger. Et je pense que, de toute façon, vous avez tout ça en tête, mais le BIM en est l'exemple absolu. C'est-à-dire qu'on voit bien que maintenant, celui qui veut récupérer un fichier d'une agence ou de quelque chose, il fait tout vérifier pour être sûr que le transfert c'est bien fait, que les IFC sont bien compris, qu'on change de logiciel à chaque fois. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout le monde remodélise tout. Donc au final, on est loin d'avoir encore cette pratique, ces nouvelles pratiques. C'est dommage, j'ai en tête un livre, mais j'arrive pas à retrouver le nom, justement sur les nouvelles pratiques, qui est sorti il y a à peu près 3-4 ans. Mais les nouvelles pratiques en architecture, qui est extrêmement intéressant, qui, ça va me revenir, je suis comme ça avec les étudiants, puis au bout d'un moment, pouf, ça revient, mais là, ça m'est sorti. Mais pour vous dire que oui, on s'intéresse aux pratiques d'agence, c'est-à-dire que la recherche, elle n'est pas déconnectée de tout ça. On regarde vraiment ce qui se fait déjà. C'est pour ça que dans tout ce qu'on fait comme recherche, on s'intéresse déjà, on cherche à savoir comment c'est fait, pour aussi être plus juste, pour apporter des solutions et des méthodes qui vont convenir. Parce qu'on sait que si on déboule comme ça en disant bah ouais, nous on a fait de la recherche, on sait ce qu'il faut que vous fassiez, ça marche pas souvent, quoi. C'est mal pris. Je voudrais compléter le triangle commande, pédagogie, recherche. Il est également vertueux. En fait, et il faut absolument qu'on dépoussière les maquettes pédagogiques des écoles, parce que lorsqu'on diffuse une offre de thèse,
typiquement sur les mobilités aériennes, on s'est aperçu, on en parlait avec Corinne Langlois, je me souviens très bien à Rennes, qu'on avait du mal à identifier des étudiants issus des écoles d'architecture, en France en particulier. Donc la question de nos sujets déployés dans les chaires avec le système d'acteurs des chaires renvoie à la pédagogie en fait. Et il faut absolument, c'est pour ça qu'on a mis en œuvre le Lab Code dans notre école, parce que on a besoin d'étudiants formés préformés sur nos sujets, on va dire, en tout cas attentifs à certains outils, et on a parfois du mal à les recruter dans nos écoles. Donc ça, il y a un sujet là, en fait. Moi, ce que je voulais dire à ce sujet-là, c'est dans les agences, on est de plus en plus confronté à la question de la réglementation expérimentale, tout ce qui est ATEX, dès lors qu'on commence à utiliser des matériaux qui ne sont pas standardisés, ou en tout cas qui n'ont pas été validés depuis 50 ans. Que ce soit de la terre, que ce soit certaines formes de bois, que ce soit de la paille, ou des choses comme ça. Et il y a donc un aspect du métier qui est en train de beaucoup évoluer, qui est de faire la recherche nécessaire pour pouvoir piloter toute l'utilisation de ces nouveaux matériaux. Ça, c'est un certain aspect. Mais il y en a un autre domaine qui est, à mon avis, en émergence, qui n'est pas centré que sur les matériaux, mais qui est centré sur les modalités d'assemblage. Parce qu'en fait, caractériser un matériau, les ingénieurs savent assez bien faire, on reste sur quelque chose, on fait tous les essais, c'est assez linéaire. Mais dès que vous avez plusieurs matériaux qui marchent ensemble, dès que vous avez un dispositif spatial, alors il n'y a plus personne. Et donc là, plus personne n'est capable de caractériser, parce qu'il faut caractériser sous tous les angles, que ce soit au niveau du fonctionnement mécanique, au niveau du fonctionnement thermique, au niveau du confort, au niveau de la sécurité incendie. Et les seules personnes qui sont capables d'appréhender toute la complexité de ça, ce sont des architectes qui ont été formés à la recherche. Et ça, je l'ai vu à travers les différentes expérimentations qu'on a pu faire, où j'obtiens à la sortie du processus des garçons et des filles qui n'ont aucun complexe à s'attaquer à des problèmes comme ça, alors que quand on n'est que dans le domaine, on va dire, professionnel du XXe siècle, si je peux me permettre de faire cette caricature-là, eh bien en fait, on se retranche derrière la question de la réglementation. On dit, ah, le contrôleur technique, il est pas d'accord. Ouais, un Socotec veut pas. Voilà. Alors qu'en fait, si on repose la question sous une forme de recherche, on peut débroussailler des solutions. Alors ça demande de l'expérimentation, et ça demande surtout beaucoup d'imagination pour se poser les questions, et ça, c'est en apprenant à faire de la recherche avec des protocoles bien cadrés, qu'ils soient scientifiques durs ou scientifiques sciences sociales, qu'on y arrive. Donc il faut cette culture-là. Oui, moi, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour arriver à innover, en fait, il faut un cadre qui permette l'innovation, qui soit à la fois un accompagnement financier, parce que, et Corinne en parlait tout à l'heure, hein, évidemment, ça demande beaucoup plus de travail. Donc, mais aussi, il faut un cadre. Et je vais revenir sur l'AMI, hein, mais c'est vrai que là, nous, on est extrêmement contents parce que on arrive aujourd'hui à emmener avec nous dans un projet de rénovation de 25 petites maisons minières dans lequel on dit on va utiliser les matériaux bio et géosourcés, en plus en travaillant sur la question de l'ornement, des finitions du second œuvre. Et puis, on va travailler sur l'autoréhabilitation accompagnée, c'est-à-dire qu'on va avoir des experts, des entreprises, des architectes, mais aussi ce qu'on appelle des bricoleurs. Donc, ça va être soit des habitants qui ont des compétences, soit des lycéens en formation des métiers du bâtiment, soit des compagnons bâtisseurs, etc., pour rénover ces 25 maisons minières. Et l'idée, c'est que ces 25 maisons minières ont soit un modèle pour les 20 000 qui sont encore à rénover dans le cadre de l'UNESCO et 40 000 si on dépasse le cadre de l'UNESCO avec le même bailleur, et donc qui est vraiment un enseignement. Et donc, et ce cadre-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on a répondu à l'appel d'offres de l'AMI, tout le monde rigolait un peu, oui, on ne pourra jamais faire ça, enfin, etc. Et tout ça, c'est fondé sur 2 doctorants, en fait, 2 travaux de Mélusine Panier et de Martin Fessard,
Quand on a été sélectionné, on nous a dit oui, oui, oui. Alors le bailleur commençait à avoir un petit peu peur. Oui, mais bon, il y a quand même les normes. Et puis nous, nos financements, ils sont quand même soumis à la question de la réglementation, etc. Et puis aujourd'hui, en fait, le JPEPO, la Caisse des dépôts, nous aide financièrement de plusieurs façons pour nous aider à répondre à ces questions-là. Et donc finalement, on est en train d'emmener tout le monde derrière nous. Et voilà. Et le bailleur social, l'autre jour, quand même, le directeur adjoint de Maison et Cité a dit, on était en comité de pilotage, a dit aux personnes qui vont travailler sur le projet, à différents niveaux, ça va être chargé d'opération, au directeur du patrimoine, des choses comme ça, il dit bon, alors là, je vous demande de faire exactement le contraire de ce que je vous dis d'habitude. D'habitude, je vous dis, bon, bah maintenant, vous avez une équipe d'archi qui a été choisie dans le cadre d'un concours, et ben maintenant, vous les faites rentrer dans le moule. Et là, c'est non, en fait, on a dit exactement le contraire. Donc, on a droit on va voir si on peut déroger. Enfin, on marche tous sur des œufs et on y va, quoi. Et alors ça, vraiment, mais c'est complètement incroyable, quoi. C'est complètement sidérant. Et donc, on emmène avec nous une équipe d'archis. On voulait des tout jeunes archis, qui n'ont pas pu être sélectionnés, mais on avait dit dans l'appel à candidature que on choisirait des architectes dans le groupe Frugalité heureuse et créative des Hauts-de-France, parce qu'on voulait vraiment que ce soit régional. Finalement, donc, on a 2 jeunes équipes d'archi qui se sont associées avec une un peu plus solide, je dirais. Et eux aussi, c'est pareil. À chaque fois, ils me disent oui, mais bon, là, on va signer un contrat de maîtrise d'œuvre. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On a dit on va voir, on va faire, quoi. Et donc on avance ensemble et on va voir ce que ça va donner. Mais voilà. Donc ce cadre, en fait, il est hyper important. Et c'est un cadre, alors on a dit évidemment qu'on n'allait pas non plus rêver, on allait rester dans un cadre à temps et à budget constant. Voilà, donc on déroge pas à tout, mais on va tester, on travaille avec l'Université d'Artois qui va nous aider à tester aussi l'usage des matériaux, il y a CETEC qui va nous accompagner, enfin voilà, il y a un cadre hyper sérieux en fait autour de ça, hyper scientifique et pratique, mais je trouve que c'est assez incroyable en fait, et je trouve qu'il faut, voilà, je pense que la recherche, les chaires, tout ça permet ça en fait. Ce qui est certain, c'est que ça fait partie dans la chaîne de valeur d'une partie qui pour l'instant n'est pas rémunérée. Et donc il faut absolument identifier, quantifier, tenir des tableaux de temps qu'on y passe pour pouvoir justifier d'honoraires ou de financements complémentaires qui permettent d'élargir le scope du travail habituel. On est très largement au-delà des 5-6% habituels que les promoteurs veulent bien accorder à une conception de logement, par exemple. Et je pense qu'un de nos travaux, au sein à la fois des chaires et au sein de l'AMI aussi, c'est de quantifier ça. Parce que il faut que d'une certaine manière la contractualisation change. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame, et je pense que on y est, quoi. On y est vraiment. Ce que je pourrais juste rajouter par rapport à votre question, c'est que on a évidemment, j'ai parlé de nouveaux marchés sur la question de cet environnement, des données autour des bâtiments, mais il faut aussi se poser la question comment éviter de perdre de nouvelles missions, parce que de plus en plus l'architecte perd des missions. Notamment, il y en a une, on en parlait, la question du chantier. On a de moins en moins de missions complètes jusqu'au chantier, et c'est des missions dans lesquelles il y a beaucoup de qualité du bâtiment qui émergent de cette étape-là. Et c'est une étape dans laquelle les données nous permettent d'améliorer
cette phase-là, notamment toute la question de la logistique des matériaux, la question de la vérification des matériaux, c'est des choses très très compliquées à faire et on peut vraiment améliorer ce travail d'analyse tout simplement avec quelques petits applicatifs. Et j'ai vu le cas aussi, je travaillais pendant une période aux États-Unis dans lequel le rôle entre l'architecte et l'ingénieur était très différent. C'était en fait des équipes de maîtrise d'œuvre dans lesquelles le bureau de contrôle était intégré à l'équipe de maîtrise d'œuvre et donc les architectes certifiaient eux-mêmes les projets. Et donc ça permet quand même un travail un peu disruptif, c'est-à-dire qu'on intègre le risque dans le travail de maîtrise d'œuvre. Et je sais que en France, les missions sont très cloisonnées et c'est un peu frustrant. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que les architectes ne veulent pas sortir de le cadre de leur mission, alors qu'en fait, une partie de la qualité du projet est aussi dans la capacité à dépasser de sa mission, avec toutes les problématiques de la gestion du risque aussi. De la gestion du risque, oui. Voilà. Ce qui vont avec. Eh ben, étonnamment, sur des projets, c'est une expérience personnelle, la MAF était assez ouverte à étendre l'assurance sur des missions qui étaient vraiment des missions par exemple, comme celle de contractant général, dans lesquelles les assureurs sont assez intéressés parce qu'ils s'aperçoivent qu'évidemment, un architecte crée moins de sinistres qu'une entreprise classique de bâtiment. Donc, pourquoi pas leur donner cette possibilité-là. Voilà, donc ça fait un peu partie du travail qui est fait d'apprendre et de se poser des questions sur les limites de notre pratique. Et puis évidemment, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, la formation continue. Je pense que toutes ces chaires développent des pédagogies, elles développent aussi des nouveaux enseignements et on a de plus en plus de programmes qui sont ouverts à des architectes praticiens, notamment dans notre cas on travaille sur un master E, donc un master 2 sur la question des données du territoire, et donc c'est un master dédié aux architectes et aux urbanistes et qui permet vraiment d'acquérir, de comprendre les phénomènes, les potentiels et puis aussi les outils. Donc voilà, je pense que c'est des choses à continuer à développer. On a identifié effectivement qu'il y a une attente dans les agences sur les sujets en émergence sur lesquels on travaille. On essaie d'y répondre sur tous les segments qui sont à notre disposition, y compris sur la formation professionnelle, c'est clair. Donc ça faisait partie de la troisième question sur la question de la formation. En fait, en quoi cette articulation recherche et pratique, expérimentation, parce qu'en fait vous avez parlé d'énormément d'expérimentation, vous embarquez des étudiants et en quoi ça les forme, quelle est la spécificité de cette formation et ça facilite à terme leur insertion professionnelle à partir de ces expériences. Les étudiants ne se trompent pas, ils viennent vers nous en toute connaissance de cause, en tout cas avec eux-mêmes leurs propres attentes, et nous y répondons, me semble-t-il, via la pédagogie et la recherche et les tests CIFRE. La minoration des risques de sinistres est évidemment un sujet, et la thèse avec AQC est un exemple pertinent de réponse à cet élément-là. Et oui, la minoration de la sinistralité va devenir un paradigme de prescription, hein, ça c'est clair. Et les étudiants viennent vers nous, ils sont là, ce sont de jeunes adultes, ils ont identifié en amont les questions qui sont posées à la société, le dispositif des chaires et de recherche répond à ces éléments-là, et l'articulation pragmatique avec des acteurs industriels qui financent en fait dans le contexte de test CIFRE permet de faire un lien extrêmement pragmatique entre des aspects théoriques et puis un atterrissage. Oui, peut-être juste rappeler ce qu'est la CIFRE. Bon. Alors la CIFRE, effectivement, c'est une thèse qui est portée par la NRT. Il y a 3 acteurs. Il y a un acteur académique qui sont les laboratoires des écoles d'architecture. L'université, évidemment, une école doctorale est présente. Et puis il y a un acteur industriel qui accueille le doctorant pendant 3 ans. Et c'est une thèse financée, CIFRE, par la NRT. C'est la NRT qui finance, c'est l'État qui finance, avec des étapes, évidemment, aux 2 tiers. Hein. De régulation, c'est 14 000 € par an. Et par contre, il n'y a qu'une seule expertise à NRT, alors que dans d'autres dispositifs, il y a une double expertise, en fait. Donc parfois, les attendus de l'université sont parfois en disjonction de nos sujets qui sont en émergence, parce qu'ils ne les comprennent pas toujours. Il y a, mais
Pour ce qui nous concerne, on a 3 thèses en cours là, en fait. Et c'est un dispositif qui est appelé, qu'on appelle nous de nos voeux, avec une montée en puissance, c'est clair, parce que in fine, ce sont les étudiants formés, ces futurs docteurs, qui seront dans les agences ou qui monteront eux-mêmes leurs propres agences et qui répondront aux questions complexes qui sont posées à la société aujourd'hui. C'est ça la finalité. Moi, ce que je constate chez les étudiants qui sortent de ces filières dont j'ai parlé, et puis ceux qui font des recherches au sein de notre chaire, c'est qu'ils s'ouvrent de nouvelles façons de travailler et ils ont des modèles en tête qui sont très différents de ceux actuels. Et ils sont d'ailleurs pas tout à fait à l'aise dans le cadre légal actuel. Ils aimeraient bien pouvoir à la fois concevoir, construire, promouvoir. Ils s'associent entre eux avec des profils différents. C'est-à-dire que c'est pas juste des architectes, c'est plutôt, ils sont sur un modèle plus horizontal avec un bâtisseur, un compagnon, un tailleur de pierre, une architecte, un économiste, et en fait ils refabriquent des entreprises qui sont plus généralistes, mais qui couvrent tout l'ensemble de la chaîne. Et pour moi ça c'est un grand espoir, parce qu'en fait ce qui est une grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous, en France, on est très organisé en silos. Et ces silos ont un mode de relation conflictuel. C'est en fait, c'est un peu la guerre, c'est même franchement la guerre. C'est celui qui fera payer aux autres tout le travail que lui devrait faire et qu'il ne fait pas, mais qu'il engrange en bénéfice. En gros, c'est celui qui finance, qui fait travailler les architectes à faire le programme alors qu'ils devraient le payer. C'est l'ingénieur qui s'arrête aux justes limites de son projet, parce que de sa mission, parce qu'il n'est pas payé plus, et du coup il y a un trou dans le système et à la fin c'est un sinistre. Enfin, ça crée tout un tas de désarticulation du système. Et juste pour finir sur cette idée-là, c'est que moi j'ai constaté quelque chose qui m'a beaucoup frappé en allant dans d'autres pays, notamment par exemple au Danemark. Une maison éco-responsable, solaire, top niveau, à qualité supérieure à une maison française, coûte 30% de moins. Bon, d'accord, il y a 20% de TVA qui n'y sont pas, mais ça c'est une autre discussion. Mais les 10% qui sont gagnés dans la fabrication de ces maisons-là, elles viennent d'un système très simple, c'est que entreprises, architectes, concepteurs, réalisateurs forment un tout. C'est-à-dire c'est des entreprises de 30-40 personnes, et ils font tout du début à la fin. C'est-à-dire, mais c'est pas que de la construction bois, même les Danois sont plutôt même sur de la maçonnerie en briques, mais l'électricien, le chauffagiste, fait partie de l'équipe et est là au bon moment, au même moment que le gars qui fait les murs. Et donc on fait pas de trous inutiles. Et donc on gagne une maison qui en France se fait en moyenne sur une année, ils arrivent à la faire en 3 mois. Et avec un niveau de finition qui est phénoménal. Voilà, donc déjà ça, dans la chaîne de production, il y a des choses à regarder de ce côté-là. Alors je dis pas qu'on va arriver à faire des économies phénoménales, parce qu'en même temps, on a quand même une complexification de la construction, c'est-à-dire on va pas vers une simplification, ou alors c'est qu'on régresse complètement dans les conforts, et on a en plus des conditions de climat qui vont être plus radicales, donc il va falloir faire des habitats, même s'ils sont très frugaux, qui vont être forcément plus complexe que ce qu'on fait aujourd'hui. Je voudrais rebondir sur le mot de complexification que tu as évoqué. En fait, on est en train de sortir, du point de vue épistémologique, d'un modèle déterministe vers une forme d'empirisme. Et les écoles d'architecture sont assez bien équipées pour répondre à ces questions-là, et en particulier les chaires avec la recherche, parce que c'est le propre même de la recherche, de savoir avancer sur un terrain qui n'est pas tout à fait balisé, en fait. Donc c'est véritablement le dispositif qui est assez bien adapté aux questions qui nous sont posées aujourd'hui, en fait.
si je regarde comment nos doctorants sont employés, ou en tout cas trouvent du travail par rapport à nos écoles d'archi, donc nous on en a 2 là en ce moment, ils sont encore dans leur thèse, ils sont pas encore sortis, mais il y a déjà d'une part, on voit que l'enseignement, ou en tout cas que la démarche académique, ça leur plaît aussi. Alors, par contre, on essaye quand même de leur expliquer qu'ils ont tout intérêt à aller dans le monde de l'agence ou de l'industrie ou de la PME, parce qu'il y a aussi à apporter leur savoir et à le faire rayonner. Et ça, c'est important, parce que tant qu'ils restent dans les écoles, c'est bien, mais on voit bien que ça peut rester cantonné, et ça ne sort pas, ça rayonne pas, donc c'est quand même un peu de la perte. Par contre, c'est rigolo parce que justement hier soir j'étais au téléphone avec un architecte qui me dit: ah oui, Franck, dis-moi voir ce que tu penses de la doctorante. Elle venait de soutenir sa thèse vendredi, et puis je la vois lundi, et elle me dit: ah bah oui, je vais passer un entretien. Et je dis: ah bon, chez qui? Et juste après, j'ai le SMS qui arrive sur mon téléphone, donc je rappelle l'architecte, et je lui dis: peut-être que la question qu'il faut que tu te poses, c'est savoir pourquoi tu veux l'embaucher. Parce que je lui dis, c'est pas, elle vient de faire un doctorat, donc elle a passé 3 ans, même 4, à réfléchir sur beaucoup de questions qui sont complexes, sur la question de la planification de chantier, comment on peut enlever les risques les aléas, est-ce qu'on peut faire en sorte que les entreprises s'entendent bien, et puis comment on fait pour passer d'une tâche à l'autre, ou quand on doit faire une tâche, vérifier que tout ce qui a été fait avant a bien été fait. Et je dis, si tu l'apprends pour dessiner ou parce que tu as besoin de rendre un concours, je dis, certes, oui, elle maîtrise le numérique, il n'y aura pas de problème, mais c'est pas ça qu'il faut lui faire faire. Moi, je pense qu'il faut que tu discutes avec elle sur ce qu'elle vient aussi d'acquérir comme connaissance et qui peut vous servir à l'agence, c'est-à-dire comment vous allez vous emparer aussi de ce travail-là qui est fait pour aussi utiliser ces personnes à bon escient. Alors après, c'est sûr que les agences en France, elles sont diverses, et qu'elles sont peut-être pas toutes en capacité de pouvoir recevoir ces docteurs en architecture en utilisant au mieux leurs compétences. Mais je pense que ça va évoluer. Moi, j'ai un peu confiance, parce que de toute façon, je pense, des gens qui sont un peu flexibles, en tout cas qui ont cette souplesse d'esprit aussi de pouvoir s'adapter, et puis qu'on voit bien aussi, parce que c'est pareil, on en discute, et je pense que si vous êtes dans des agences, vous le voyez. Aujourd'hui, un jeune qui sort de l'école, si au bout de 3 mois ça lui plaît pas ce qu'il fait, ça ne gêne pas de partir et puis d'aller voir ailleurs. Donc on voit bien aussi qu'ils cherchent quelque chose. Donc si on ne sait pas les retenir et qu'on leur propose pas des choses dans les domaines dans lesquels ils ont été formés et qui sont pointus, je pense que voilà, ils iront voir ailleurs, et puis il y aura forcément un moment où ça marchera. Mais en tout cas, on devrait avoir aussi cette intelligence de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnes-là qui sont diplômées. Et c'est sûr que c'est pas nécessaire qu'elles restent toujours dans la formation académique, dans la recherche, mais investir le monde professionnel, c'est sûrement une très très bonne chose. Ça, moi, j'en suis convaincu. Mais on doit aussi les convaincre, nous, qu'il ne faut pas, que c'est pas d'être enseignant, c'est pas parce qu'on fait des recherches que le métier derrière la recherche, c'est de devenir enseignant. Je pense que c'est plus gratifiant encore dans le monde de l'entreprise. Plus gratifiant encore. Ah moi je pense, oui, honnêtement, oui, moi je pense que. Non, je sais pas là-dessus, mais en tout cas, sinon j'étais assez d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense qu'effectivement, les chaires contribuent, ce ne sont pas les seuls endroits, mais à l'élargissement des missions de l'architecte,
élargir un peu le cadre de ce qu'est l'architecture aujourd'hui, demain, de ce à quoi les architectes peuvent servir dans la société. Donc voilà, je pense qu'elles y contribuent très largement, et on a bien vu ça à la journée de restitution de l'ensemble des chaires. Et on voit bien, donc, si les étudiants viennent, s'inscrivent avec nous dans les écoles d'archi, ben, je pense que c'est un peu pour ça, en fait. Hein. Et on se rend compte que les doctorants, c'est pareil, en fait. Hein. Ils se rendent compte que ils ont l'opportunité d'avoir des doctorats qui sont un peu hybrides, qui sont plus purement disciplinaires, et donc voilà, ça les intéresse. Et après, moi, en vous entendant, je me disais que donc moi j'étais pendant 4 ans vice-présidente du CNESEA, et donc j'ai regardé beaucoup de dossiers de qualification. Et je trouve que les choses évoluent énormément. Et dans les jeunes, en fait, donc maîtres de qui demandent leur qualification en maître de conférence, eh bien, on se rend compte qu'il y a des gens garçons ou filles, qui sont engagés dans des doctorats ou en ont déjà un, qui ont des agences, voilà, souvent petites mais de bon niveau, et qui ont compris en fait que cet engagement multiple, eh bien, il est extrêmement riche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se dire qu'on forme des doctorants aussi pour qu'ils intègrent, pour qu'ils se retrouvent dans la pratique, hein, dans des agences, dans leur propre pratique ou autre, eh bien, c'est quand même très très important en fait. Et mettre au contact des étudiants avec ces doctorants, ben, ça donne une dimension. Moi, je sais que mes doctorants enseignent en atelier de projet avec moi, et je trouve qu'il y a des échanges magnifiques entre eux. C'est vraiment très très passionnant, quoi. Oui, je voudrais juste rajouter un tout petit point pour bien préciser mon propos. C'est vrai que nous, ce qu'on fait à l'école de Nancy, quand même, surtout au MAPCRE, c'est quand même de la recherche qui est appliquée. C'est pas de la recherche très académique qui est sur. Il y a le LAC qui fait ça sur des architectes, savoir. Voilà, qui sont morts, mais de regarder toute leur production, de mieux comprendre comment ça a été fait. Ça, je pense que voilà, c'est sûr que peut-être que eux, ils ont peut-être un peu plus de difficultés à rentrer dans le monde professionnel de l'agence, ou en tout cas une agence qui pourrait s'appuyer sur ça. Mais il y a quand même une réflexion derrière qui peut servir. L'autre chose que je voulais ajouter et que je viens de perdre, mais c'était par rapport à ce que venait de dire Béatrice. Zut. Tu vas retrouver, dans l'intervalle, je prends la parole rapidement. En fait, l'articulation recherche et pratique, les contrastifs portés par les chaires sont une possibilité, en fait, pour les agences d'accueillir un doctorant, en fait. Et c'est la question, c'est une question posée aujourd'hui, en fait. Hein, et il ne faut pas éluder du tout cette possibilité. L'autre élément sur lequel je voulais réagir, Béatrice, parce que nous nous sommes croisés également au CNCEA, dans les missions dévolues au CNCEA, combien y a-t-il de représentants des chaires, en fait, dans les instances ? Pour accompagner les missions dévolues au CNCEA, c'est la question que je pose. Voilà, simplement. Donc ça m'est revenu. Et c'est pour reboucler avec ce qu'avait dit Pascal Rollet sur le fait qu'en France, voilà, que c'est mieux d'avoir une opération, ou en tout cas qu'on peut faire de la recherche quand on a une opération, on connaît le maître d'ouvrage, on connaît l'architecte, on connaît les entreprises. Si on connaît encore le bureau de contrôle et encore d'autres, c'est encore mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que si aussi, alors ça dépasse un peu de la recherche, mais c'est quand même aussi des écoles d'architecture, si aussi on sait orienter nos jeunes diplômés pas que dans les agences, mais au travers de tous les métiers de l'architecture, on aura peut-être aussi plus de facilité par la suite pour pouvoir mener ce genre d'expérimentation, ou même ce genre de projet, en mêlant les acteurs entre eux. Et ça, je pense qu'il faut, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire, mais je crois bien qu'il faut quand même davantage réfléchir à comment l'architecture est réellement présente partout par nos étudiants.
Si vous regardez, moi je compare toujours parce que comme j'ai des cours à l'ENSTIB avec ma formation et que je vois aussi comment ça marche dans les écoles d'ingénieurs, quand je vois quand même comment ils déploient tous leurs élèves ingénieurs dans toute l'industrie, que ce soit dans la chimie, dans la construction, tout ça, nous dire que nos architectes, on les met que dans les agences, mais c'est terrible. C'est terrible, on veut dire, on est has-been complet. Donc il faut bien aussi se dire que nos formations, elles doivent permettre aussi d'aller dans la maîtrise d'ouvrage, elles doivent aller dans l'immobilier, elles doivent aller dans l'économie, elles doivent aller dans les industries. Et ça, il faut qu'on milite, quoi. Il faut aussi on en soit. Moi, j'en suis parfaitement convaincu, mais je pense qu'une des clés, c'est aussi que l'architecte, il soit partout. Parce que tant qu'on est entre nous, c'est bien, on se tient chaud, on discute entre nous, mais on peut faire le monde autant de fois qu'on veut, ça changera jamais. Moi, je vois la force de frappe avec ce qui se passe dans les écoles d'ingénieurs, et tout ce qu'on peut faire comme projet, mais c'est gigantesque, quoi. Alors c'est sûr qu'après, il n'y a pas tout à fait les mêmes moyens entre les écoles d'ingénieurs et les écoles d'architecture. Mais bon, en dehors de ça, il y a quand même des attitudes qui sont extrêmement différentes, et je pense qu'on est un peu trop centré sur nous, et qu'il faut qu'on arrive à diplômer différemment. Dire aussi qu'en fin de licence, nos jeunes, ils peuvent faire autre chose que du master. Je pense qu'il y a tout un tas de choses, et là, c'est peut-être des sujets de recherche sur lesquels il pourrait y avoir une chaire qui travaille dessus. Je vais juste rajouter quand même une petite mise au point, en fait, juste 2 secondes. Hein. On va passer la parole à la salle. Dire que quand même, il ne faut pas se leurrer. La recherche et la pratique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, on parle de recherche. Il suffit pas de s'engager dans un projet un peu innovant pour dire qu'on fait de la recherche. Voilà. Et je pense que des agences d'architecture qui intègrent de la recherche en interne le savent bien, mais pas toujours en fait. Et donc il y a aussi une dimension théorique, une dimension de réplicabilité, voire historique, donc d'état de l'art. Donc il y a aussi un temps pour trouver un cadre plus général et plus théorique dans lequel s'inscrit le projet. Donc c'est important aussi de pas faire d'amalgame et de se dire ah bah oui, bah on fait tous de la recherche parce que on essaie de trouver des solutions innovantes, on expérimente. Non, c'est quand même pas tout à fait ça, parce qu'après on en voit qui sont assez déçus quand ils arrivent dans les labos de recherche et qui voilà. Le risque, c'est de ne pas déplacer l'automorphisme des architectes, en fait. Parce que les questions qui sont posées aujourd'hui, elles méritent d'être éclairées avec des outils et des approches assez différentes de ce qui existe dans les maquettes pédagogiques, en fait. Voilà, je ferme la parenthèse. Bien, je vous remercie en tout cas pour ces échanges qui étaient très riches. J'espère que ça stimule l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Merci Madeleine Houbard. Je voudrais juste savoir combien de doctorants on sort chaque année, combien arrivent sur le marché du travail, et est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent ? C'est une excellente question. On va justement faire une étude là-dessus, sur l'insertion professionnelle des doctorants, avec le LET que vous avez déjà vu ce matin. On va démarrer ça en 2023. On a un fichier complet des 800 docteurs qui sont sortis depuis 2005. Et on va regarder dans le temps ce qu'ils sont devenus. Mais je répondrai l'année prochaine, du coup. Je ne peux pas vous dire le nombre. Je sais qu'actuellement, on en a 400 en cours. Donc, je ne sais pas, il va y en avoir une centaine, non, à peu près ? Entre 50 et 100 par an. Nous avons 3 contracifres, et derrière, on a une petite dizaine de docteurs potentiels dans ce dispositif-là. Mais c'est que nous. Hein. Bonjour, Anne Durand, architecte urbaniste, enseignante à la Villette. J'ai une question justement sur le statut d'enseignant-chercheur dans les écoles. Je trouve que moi je suis investie dans ces questions et je trouve que c'est très compliqué quand on a 320 heures en visuel, de visu en présentiel avec les étudiants, d'être aussi chercheur avec les mêmes heures. Est-ce que il y a une réflexion sur le changement de statut des enseignants-chercheurs dans les écoles d'architecture ?
En fait, on sort d'une réforme de 2018 qui est en train de se mettre en place. La question des 192 heures, qui est en vigueur dans les universités, au lieu des 320 heures qui sont dans les écoles, est tout à fait une question qui n'a pas été résolue dans le cadre de la réforme de 2018. Et on mène une réflexion sur ce sujet, effectivement. Ça a été un écueil sémantique, hein, enseignant-chercheur, parce que si on rajoute praticien derrière, il y a un gap. Et pour ce qui nous concerne dans notre école, mais je pense que c'est pas unique chez nous, les instances en fait étudient des décharges horaires qui vont jusqu'à 128 heures pour la recherche. Mais ceci dit, ça déplace encore, c'est un enjeu et c'est pas facile, parce que ça met les candidats en situation pas de concurrence, mais bon, un petit peu quand même. Oui, vas-y, Brigitte. Vraiment de concurrence. Oui, bah, j'osais pas le dire. Mais... C'est le bras de fer qu'on mène avec le ministère. Ouais. Et c'est très bien, toutes les écoles le font, et c'était impliqué, je pense que tu le sais très bien. Voilà, les décharges recherche, il n'y en a pas suffisamment, il n'y en a pas pour tout le monde, donc les labos de recherche qui les attribuent, eh bien, la commission recherche qui les attribue, eh bien, doit faire des choix. Voilà, ça crée un climat qui n'est pas facile, c'est clair. Ça, on sait très bien qu'on n'a pas suffisamment de financement, effectivement, pour les décharges recherche, et c'est vrai que les 192 heures résoudraient énormément de choses. Mais nous avons nos directeurs d'établissement qui ont publié très récemment dans un journal Le Monde un article qui milite dans ce sens-là. C'est plutôt bien, en fait. Donc, bon. Et je pense aussi que dans les laboratoires actuellement, on a aussi des difficultés pour récupérer ce qui a été produit dans les décharges, pour essayer vraiment de suivre l'ensemble du travail des chercheurs. Et je pense que ce problème-là, il est assez peu identifié pour l'instant dans les laboratoires. Et à partir du moment où on va être capable de mieux comprendre ce qui est produit dans chacune des décharges, à mon avis, ça va pouvoir être équilibré, j'espère. Mais après tout, le dispositif de la réforme de 2018 est assez récent et nous avançons, nous sommes en construction de processus. Rome ne s'est pas construit en un jour. Et pour ceux ou celles qui sont déjà dans les écoles titulaires depuis plus de 6 ans, bon, c'est des conditions, eh bien, il y a les congés pour études et recherches qui peuvent être attribués pour 6 mois ou 1 an, et qui peuvent permettre de dégager du temps pour pour faire une thèse ou une HDR. Voilà. Et oui, il y a eu une réforme sans les moyens pour mettre en place la réforme. Hein. Je pense que tout le monde en est d'accord. Hein. Oui, Corinne, tu souhaites intervenir ? Déjà, merci à tous d'avoir témoigné des sujets sur lesquels vous travaillez. Je pense qu'un des enjeux pour nous de cet exposé, c'était justement de créer cet intérêt pour le travail qui se fait dans la recherche des écoles d'architecture, parce que c'est sûr que si on ne sait pas ce qui s'y fait, on ne risque pas d'aller chercher en termes de ressources, d'idées, de partenariats. Avant d'avoir l'idée d'aller chercher, il faut déjà savoir à peu près ce qu'on va y trouver. Donc je pense que c'était un peu l'objectif de cette intervention. Moi, ce que je retiens aussi, et qui justement est très en lien avec les questions d'économie de l'architecture et puis justement du travail qu'on voudrait faire à partir des projets lauréats, c'est que dans ce que vous décrivez, ce que fait l'architecte en fait est assez différent de la manière dont on perçoit ou dont est défini légalement, par exemple, le rôle de l'architecte. Et on voit bien que c'est de moins en moins la réalité. Alors ça l'est encore heureusement, mais de moins en moins. Donc finalement, je trouve que on a trop souvent le réflexe tous de s'intéresser aux résultats du travail de l'architecte et pas à ce qu'il fait et avec qui il le fait et ce que font les uns et les autres. Là, je pense que il y a vraiment un enjeu pour tout le monde à s'intéresser à la manière dont on arrive à faire les choses et pas uniquement aux résultats. Parce que oui, on va dire
il y a un sujet compétence, ok, mais à chaque fois qu'on dit qu'il y a un sujet compétence, c'est pour dire ce que l'architecte ne sait pas faire. Enfin, quand même. Manifestement, il sait faire un certain nombre de choses. Donc, on pourrait peut-être déjà commencer par identifier ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, avant de dire ce qu'il ne sait pas faire. Parce que, pour le moment, on ne sait pas, en fait, ce que l'architecte peut faire et ce qu'il sait faire. Donc, moi, je pense qu'un intérêt aussi dans le travail des chaires partenariales, c'est de mettre en évidence, justement, noir sur blanc, ces évolutions du métier et pas uniquement d'aller vers le résultat. Et ça, je pense que c'est un vrai... Enfin, quand on parle de filière, on parle de métier, en fait, de façon de travailler. Et ça, je pense que c'est tout à fait fondamental. C'est vraiment une autre manière d'attraper la politique de l'architecture que de s'intéresser à ce que font les gens, quoi, à la manière dont travaillent les architectes aujourd'hui dans la réalité de leur pratique. Et on verra à ce moment-là qu'on fonctionne quand même sur un système qui est relativement obsolète.